Cet endroit est recouvert par la forêt, par la végétation. Donc au début, on n'y voit rien, on ne savait pas du tout ce qu'on pouvait trouver. Sans être des pompiers, on essaie quand même de sauver les archives du sol, quoi. Il y a des équipes internationales qui restaurent, mais les équipes internationales restaurent sur une dizaine de monuments. Tous les autres, qu'est-ce que l'on fait? On ne va pas les laisser s'écrouler. Un véritable chantier qui va être le plus grand chantier archéologique du monde durant les 25 prochaines années. La civilisation angkorienne rayonna du début du IXe siècle à la fin du XVe. À son apogée, le pouvoir khmer recouvrait une grande partie de l'Asie du Sud-Est continentale. Angkor, centre névralgique et capitale des rois khmers, fut abandonné à la jungle il y a 500 ans. Ce gigantesque site cambodgien ne fut redécouvert par les explorateurs français qu'à partir de 1860. Grâce à l'intervention de l'UNESCO, une coopération internationale s'est créée en 1993. Sa mission, restaurer les plus grands joyaux de l'Empire khmer, entretenir les temples, les rendre accessibles et enfin, s'occuper de la population vivant à l'intérieur du domaine d'Angkor. À quelques kilomètres seulement des temples, l'aéroport international d'Angkor Siem Reap accueille les avions en provenance des pays voisins, Chine, Thaïlande et Vietnam. Dès sa descente d'avion et avant même d'avoir vu les temples, le visiteur se trouve déjà sur le site archéologique d'Angkor. Sous ses yeux, il peut découvrir un vaste chantier de fouilles, à l'endroit même où de futures pistes d'atterrissage seront construites. À proximité des avions, une équipe d'archéologues travaille dans l'urgence. Il relève les traces de la civilisation angkorienne, disparue il y a plus de 500 ans. Ce développement du tourisme et de l'aéroport ici a des conséquences évidemment sur le patrimoine archéologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans la zone prioritaire protégée du site, construire et développer n'importe quel projet, n'importe comment. Donc un cahier des charges a été établi sur l'ensemble des zones qui allaient être terrassées, de façon à ce qu'on puisse intervenir avec des moyens mécaniques similaires à ceux qu'on utilise en France pour les constructions des routes ou des voies ferrées, pour pouvoir évaluer le potentiel archéologique de la zone. On opère dans des délais brefs avec peu de possibilités de retour en arrière. C'est-à-dire que si on est coincé par le temps, il faudra faire le boulot. On n'a pas le choix. L'aéroport d'Angkor Siem Reap doit être agrandi devant la pression grandissante du million de passagers prévue d'ici 2 ans. Pour la première fois au Cambodge, une mission d'archéologie préventive a été commandée par une société privée. Le compte à rebours a commencé depuis que le gestionnaire de l'aéroport a pris cette initiative exceptionnelle avant le début des travaux de construction. En un temps record, les archéologues doivent collecter le maximum d'informations sur les sous-sols. On expertise le terrain par ces sondages systématiques et on repère les sites et on essaie de les qualifier afin de décider si on provoque une fouille archéologique ou pas. En fait, on s'aperçoit qu'ici on a le terre-plein du temple, donc qui est constitué d'un remblai qui plonge. Et on va avoir ici donc le comblement de la douve. On sort de la douve, là on avait de l'eau jusqu'au ventre, il faut imaginer. Donc on remonte ici, au bord de la douve. On a ici son bord qui est très très net, très très bien marqué dans le sol. Au-dessus, une séquence de remblais modernes qui masquait la surface du terrain naturel jusqu'à ce qu'on intervienne. Donc là, hop, on remonte sur le tertre du temple. Ce qu'il en restera après le passage des archéologues, déjà, ce sera peu de choses, parce que comme vous pouvez le remarquer, il ne reste plus que des remblais, le remblai du tertre, qu'on voit très bien ici, quelques pauvres vestiges bâtis comme c'est le bloc. Le site lui-même sera détruit à terme. Et là où je suis ici, on aura un parking à avions. Donc vous aurez une couche de béton, plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur sur un magnifique remblai, et puis de beaux Airbus qui se poseront dessus. Voilà.
Un archéologue de l'école française d'Extrême-Orient travaille sur un projet unique depuis 4 ans. Dresser une cartographie de l'immense ville royale d'Angkor Thom. Aujourd'hui noyée sous la jungle luxuriante, l'ancienne capitale des rois Khmers aurait accueilli plus d'1 million de sujets 5 siècles plus tôt. Chaque aspérité du terrain, chaque vestige est étudié en vue de reconstituer l'image de cette ville. Donc là, on est juste à côté d'un ouvrage hydraulique majeur réalisé par les Khmers à l'intérieur d'Angkor Thom. C'est-à-dire qu'Angkor Thom possède actuellement une douve extérieure, large de 100 mètres, et qu'on retrouve sur les 4 côtés de la ville. Mais à l'intérieur même de la ville, il y avait une douve intérieure en latérite, dont on voit ici les gradins. Cette mission de recherche archéologique est réalisée à une échelle gigantesque, sur le lieu même où s'étendait la plus grande ville royale ayant jamais existé. Pierre par pierre, il s'agit de percer le mystère d'une civilisation disparue. Angkor, par sa taille, est un des plus grands sites archéologiques du monde. Aussi par la faculté qu'avaient les Khmers à organiser de façon à la fois technique et symbolique, en particulier avec l'eau, des aménagements monumentaux majeurs, des compositions monumentales, territoriales sur plusieurs kilomètres. Alors on en a une ici avec le Palais Royal, la Porte de la Victoire d'Angkor Thom et le Barail, c'est-à-dire un grand réservoir où on a une composition au total de à peu près 11 kilomètres. Tous les 100 mètres, les équipes de Jacques Gaucher ont quadrillé la forêt dans l'immense enceinte de la ville d'Angkor Thom. Des travées furent percées à la machette avant d'entreprendre un sondage systématique par carottage du sous-sol. Grâce à une méthode de fouille non destructive, cette mission a relevé tous les reliefs de la forêt et analysé le terrain. Ces relevés topographiques doivent permettre de définir les principales artères de l'ancienne cité royale. Une de leurs découvertes les plus récentes, le vestige d'un temple. Plusieurs étudiants se relaient pour prélever les données archéologiques. Attention, il y a... Voilà, alors actuellement, on fait l'inventaire architectural de ces monuments et donc il faut en faire un relevé précis. Donc, nous sommes là juste à proximité de ce qu'on appelle une terrasse bouddhique, c'est-à-dire un ancien monastère. Alors, ça c'est l'autel central où il y avait l'image du Bouddha, certainement qu'il y avait d'autres images, d'autres divinités, à la fois bouddhiques et brahmaniques. On a une première terrasse qui est ici, avec une sorte de corridor où on peut penser que les moines étaient sur ce corridor et puis les laïcs ici, ou en tout cas il y a une hiérarchie entre 2 espaces. Et puis juste à côté, vous voyez, on a un relief assez important, une forme creuse qu'on a commencé de dégager et de débroussailler, qui est un bassin très important et complètement lié à cette terrasse que maintenant on peut deviner quasiment en contre-plongée. On a une connaissance à la fois verticale de la ville, de son histoire, du sous-sol, mais aussi, ce qui est assez exceptionnel, une connaissance horizontale. Et cette connaissance horizontale, on l'a à l'échelle maintenant totale de l'ensemble de la ville, l'ensemble du plan de la ville. Voilà, ça c'est un plan qui est en cours de constitution. Et vous voyez, alors par exemple ici, on se trouve ici. On se trouve juste là, la porte de la Victoire est ici. Voilà, on est arrivé par là. Et vous voyez ces bassins qui apparaissent sur le plan, bassins en vert. Vous voyez ces taches oranges qui sont des monuments. Après 4 années d'efforts, Jacques Gaucher a matérialisé le rêve de tout archéologue. Dessiner le plan d'une des cités les plus mythiques de l'histoire.
Maintenant, va se poser le problème avec la connaissance, la production de la connaissance du plan, va se poser le problème de la protection de la ville d'Encortom et puis de sa mise en valeur par rapport à un tourisme de masse international qui devient grandissant. Après 20 ans d'exil, un architecte cambodgien est revenu dans son pays pour s'occuper de l'autorité Apsara, l'organisme chargé de la sauvegarde archéologique et de la restauration du site d'Angkor. Sous ses ordres, plus d'1 millier de Cambodgiens assurent la gestion quotidienne de ce gigantesque site, aujourd'hui entièrement déminé. Chaque jour, accompagné de ses collaborateurs, il se rend sur les lieux de restauration et de maintenance. Un travail de l'ombre, essentiel pour la pérennité du patrimoine khmer. Au bout de 10 années d'existence, l'autorité Apsara a aujourd'hui trouvé ses marques. L'élément clé qui nous a donné notre force et notre dynamique, c'est à partir de 1999, où le gouvernement royal a décidé de nous accorder une grande partie de la billetterie. Nous avons donc un budget, nous avons donc de quoi travailler, je dirais, normalement. Nous sommes une cinquantaine d'ingénieurs, d'archéologues, d'architectes, et puis en tout et pour tout, nous sommes 1200 personnes à gérer ce site de 40 000 hectares. 400 km², où Paris dedans, Paris intramuros, donc peut-être qu'un tiers de cette surface. L'objectif n'est pas du tout de démanteler, c'est-à-dire démonter, remonter. L'objectif est de bien comprendre l'archéologie du monument. Ensuite, nous allons faire des éléments de consolidation en partie. Je pense que s'occuper du monument donc, est très très bien, mais s'occuper uniquement du monument sans penser à son environnement, sans penser au problème de l'eau qui a une part très intimement liée à la structure du monument, sans penser aux arbres, sans penser à la forêt qui par conséquence joue sur l'écosystème, et surtout si on ne s'occupe pas de la population qui vit dans le parc, ce serait accomplir la moitié de notre travail. Pour les Cambodgiens, Angkor est l'un des fondements de la nation, véritable lieu de culte où se mêlent fêtes nationales et rituels bouddhistes. Depuis toujours, les habitants d'Angkor ont implanté des temples à l'intérieur du site historique, à tel point qu'il a été envisagé dans les années 60 de leur interdire la pratique du bouddhisme au milieu des touristes. Il semblerait que cette solution radicale ne soit plus à l'ordre du jour.
Un architecte français est chargé de protéger et de mettre en valeur les sites. On est sur le sentier de délestage que l'on va essayer de transformer, puisqu'il faut 12 à 15 minutes pour monter là-haut. On a à peu près réussi à placer des points de découverte comme ça, à peu près toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que ça rend la montée facile, agréable. On va faire des espèces de petits pontons cachés dans la végétation pour que les gens puissent s'asseoir, se reposer, en même temps regarder le paysage, mais en leur donnant à chaque fois des séquences de paysages différents. Oui, enfin la future. Pour les équipes de Michel Véraud, le plus difficile est d'organiser l'accès aux temples les plus fragiles, à un moment où les visiteurs se font de plus en plus nombreux. Le cas du Phnom Baking est significatif de ce qui nous arrive très souvent, c'est-à-dire que l'on est poussé à trouver des solutions d'aménagement, de découverte, du fait d'un problème qui s'impose à nous, qui est là le très mauvais état du temple qui a subi plusieurs effondrements. Il faudrait interdire l'accès du monument lui-même au public. Mais si on disait ça là, bêtement comme ça, hop, on ferme le monument, ce serait la révolution. Donc on a été amené à essayer de trouver des solutions pour que le Phnom, la montagne du Baking, soit toujours visitable et en offrant quelque chose d'autre de compensatoire aux visiteurs par rapport à leur pratique actuelle, qui nous permettra de fermer le monument, de donc le sauver et en même temps d'offrir quelque chose même que l'on pense encore mieux. Donc on a posé les questions avant, on a les solutions avant, on va essayer de les mettre en œuvre et quand on fermera le monument, ce sera beaucoup moins douloureux. Pour Rose Borat, s'ajoute à la maintenance des temples l'encadrement des équipes qui restaurent les édifices prochainement ouverts au public. Hors des sentiers battus, des Cambodgiens travaillent sereinement à la mise en valeur des temples dans leur écrin naturel. Les ouvriers spécialisés, donc tels que vous en avez là par exemple, spécialisés dans la restauration, dans la pose de la brique, dans le travail de la brique, ce sont des personnes qui peuvent avoir une hérédité dans le savoir-faire. Nous n'avons pas de preuve que ce sont des vrais descendants, mais ce sont des personnes qui ont pratiquement de l'or au bout de leurs doigts. C'est-à-dire qu'il suffit qu'ils voient, c'est eux qui nous disent, par exemple, attention, là, il ne faut pas vous y prendre comme ça, c'est plutôt les poser comme ceci ou les tailler comme cela, que ça corresponde au mieux à ces boulus ou à ces dessins. L'une des originalités de ce programme est la restauration des temples par les Cambodgiens eux-mêmes, à l'aide des techniques ancestrales. Il y a l'état initial de cet angle-là qui présente beaucoup de risques. Il y a des problèmes que vous voyez là de dissociation, de démantèlement de la brique. Donc on a pris la précaution de ne pas la bouger, de simplement l'attacher et puis de renforcer dans son support. Là, le support, ce travail de support, la voici jusqu'aujourd'hui. Donc en utilisant des matériaux, la plupart des briques qu'on ramasse, qu'on a sur place, on mélange avec de la brique nouvellement cuite, mais du format ancien. Alors, comment fait-on aussi pour que cet aspect-là soit le plus proche possible de l'aspect ancien? Alors donc, quand il s'agit d'utiliser des liants, parce que nous ne savons pas quel type de liant a été utilisé de nos anciens. Toujours pas, on fait des suppositions d'un liant végétal et autres, mais personnellement, je n'ai pas jamais eu la communication de ces résultats. La brique ancienne, elle est fabriquée avec ce trou qui doit être la signature du fabricant de l'époque, et qui est utilisé en mettant cette face-là vers le sol. Vous voyez, ça c'est bien. Et les nouvelles briques, la voici,
Elle est bien sûr beaucoup plus rouge, etc., etc. Mais vous allez voir, le résultat, c'est qu'au bout de quelques saisons des pluies, elle revient à une couleur donc, vieillie, quoi, si vous voulez. Ça, c'est de la brique que l'on concasse. Concassé, mis vraiment en fine poudre, puis on le mélange donc, avec des ingrédients. Le principe de ces techniques de restauration est de mettre à profit les ressources offertes par l'environnement naturel, en se replaçant ainsi dans les conditions de l'époque. L'enjeu est de sauver les temples en modifiant le moins possible leur structure. Donc, vraiment, essayer de retrouver les matériaux anciens, les techniques anciennes. Alors, comme ingrédient aussi, nous mettons un peu de sucre de coco. Alors, c'est toute la science de nos ouvriers spécialisés. Nous avons quelques-uns là ici qui sont, je peux vous dire, les meilleurs encore en ce qui concerne la brique. Nous avons certes certaines connaissances, mais restons très 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 modestes parce qu'on ne sait pas du tout si ce qu'on est en train de faire est vraiment ce qu'il faut faire. Nous sommes persuadés aujourd'hui que c'est ça qu'il faut faire, mais l'histoire jugera. Hein. Mais je crois que la modestie, il faut toujours la garder en soi.
Michel Véraud est architecte des bâtiments de France. Il forme les cadres cambodgiens, futurs décideurs de demain, aux techniques de maintenance et de restauration des temples. Il travaille au sein d'Apsara, l'organisme chargé de la protection et de la sauvegarde du site d'Angkor. Détaché par le ministère français de la Culture, Michel Véraud s'occupe également de l'aménagement des espaces d'accueil des monuments. Durant la période Khmer Rouge, les élites intellectuelles qui n'avaient pas réussi à s'exiler furent systématiquement décimées. Aujourd'hui, le Cambodge est en reconstruction. Et à l'heure où les touristes débarquent de plus en plus nombreux à Angkor, l'ensemble architectural le plus spectaculaire d'Asie, il est urgent de prendre les bonnes décisions. Un grand nombre d'aménagements est donc en préparation. Nouveaux parcours de visite, parking, fermeture partielle de sites pour travaux. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait ingérable avec les éléphants qui croisent les piétons. Vous voyez, là, les piétons montent par là, les éléphants, on monte sur l'éléphant ici, ils prennent le chemin là-bas. Donc on est en train de revoir complètement le dispositif de telle sorte que l'on puisse un petit peu mieux organiser les choses. Un jour ou l'autre, une ville comme Angkor Thom, la ville murée d'Angkor Thom, ne pourra plus supporter la surcharge de cars, de voitures. Donc il faudra bien, un moment, on va arriver à un moment où ça va coincer. Nous, on est là pour prendre de l'avance et pour savoir qu'ici, il y a la place de faire un grand... Voilà, il y a l'espace nécessaire pour faire un grand parking. Aujourd'hui, si on avait un brutal accroissement de la population qui visite les temples, on serait dans un état de catastrophe totale. Si nos programmes fonctionnent correctement, on peut recevoir 1 million, on peut recevoir 2 millions, on peut recevoir 3 millions de visiteurs, à condition de faire ces travaux d'accompagnement. Le parc d'Angkor, c'est un peu plus de 400 km², quelque chose comme ça. C'est un site d'une dimension considérable, habité. Et ça, la population est un des éléments qu'il faut forcément prendre en compte. Ne serait-ce que dans le parc, il y a quelque chose comme 25 000 habitants. En effet, depuis toujours, plusieurs dizaines de villages vivent au sein du parc archéologique d'Angkor. L'UNESCO défend la notion de site vivant. L'autorité Apsara s'est donc munie d'un observatoire des populations. La mission n'est pas toujours évidente. Il faut savoir concilier la vie et le développement de ces villages avec les réalités d'un site de plus en plus visité. À proximité du temple d'Angkor Wat, mais hors des sentiers battus, le village de Srasrang abrite 2000 habitants. Ici, les villageois exploitent leurs rizières, mais durant les 6 mois de saison sèche, ils doivent trouver d'autres sources de revenus. Ils sont alors pour la plupart gardiens, artisans, vendeurs de souvenirs sur les temples. Fabienne Louco est anthropologue. Depuis 10 ans, elle travaille à l'observation des populations du village de Srasrang, à un endroit où les touristes ne se risquent jamais. Fabienne est arrivée dans la région d'Angkor au début des années 90, à une époque mouvementée où peu d'Occidentaux étaient présents au Cambodge. Son activité s'inscrit dans la durée. Elle connaît donc mieux que personne les gens d'Angkor. Je suis arrivée dans ce village ici, puis c'est plus par coup de cœur que j'ai décidé un petit peu de travailler ici. C'est vrai que j'ai senti quand même une différence avec les autres villages. C'était plutôt dans l'approche que les gens avaient de moi et de ce que je venais faire ici. Quand je venais ici travailler,
J'arrivais, la ligne de front entre les forces gouvernementales et les Khmers rouges n'était pas très très loin. C'était à 15 km d'ici. Donc je venais de la ville de Siem Reap, dans ce village qui est à 13 km. Pendant la journée, il y avait aucun problème. On entendait un petit peu boum 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 qui tonnait au loin. Et quand il était 5 heures, les gens me disaient il faut que tu rentres en ville. Et je ne pouvais pas rester dormir. J'étais très proche d'une famille dans le village. Et eux m'ont dit écoute, on a une rizière devant la maison. T'as qu'à prendre la rizière et puis construire une maison sur la rizière. Ici, on est en plein cœur du site d'Angkor. On est sur le côté nord du bassin du Srasrang, juste à côté du temple de Bantekdei, de Taprom. On est vraiment au cœur du site d'Angkor. Ouais. Quand on a les rizières derrière, on voit le temple. Des gens de ce village avaient depuis très longtemps des rizières situées à l'intérieur de l'enceinte des temples. Et depuis qu'il y a une réglementation qui a limité l'extension des rizières et qui a interdit de cultiver dans l'enceinte des temples, maintenant ils n'ont plus de rizières. Là, c'est une famille aussi où eux ont très peu de rizières. Le père est charpentier assez connu dans le village et dans les environs pour faire de très belles maisons traditionnelles. Et puis il a enseigné à tous ses enfants l'art de faire, c'est des épées, des cannes. Alors donc là, c'est ce qu'ils disent, c'est que ces objets là, ils les font depuis très longtemps. Et c'est le grand-père qui a appris à faire. Ça c'est fait en bois de rose. Alors il en fabrique 2 ou 3 par jour. Il les vend aux gens du village ici, aux enfants, qui après vont les revendre aux touristes sur les temples. Ils les revendent aux touristes entre 5 et 6 dollars. Toutes les familles du village cultivent surtout la rizière. Mais comme il y a eu une explosion démographique à partir de 79 et qu'ils ont 3, 4, 5 enfants, ils ont du mal à subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. Donc ils sont obligés, les parents, de trouver des activités secondaires pour pouvoir nourrir tous les enfants. Et obligés de penser aussi au futur des enfants qui n'auront pas assez de rizières et qui ne pourront pas faire comme leurs parents, vivre de l'agriculture. Alors, évidemment, ce n'est pas de l'artisanat de très grande qualité. Puis là, ici, il y a un petit éléphant. Il travaille, lui, quand ses parents vont travailler sur les temples. Et autrement, il va à l'école. Il doit être à l'école primaire. Et il va 2 ou 3 heures par jour. Il voit soit le matin, soit l'après-midi. Chaque jour, les enfants des villages se rendent sur les temples dans l'espoir de gagner quelques dollars. Ils viennent y écouler leur stock de cartes postales, de bracelets ou d'écharpes traditionnelles cambodgiennes. La technique est toujours la même. Un sourire, quelques mots échangés dans la langue du client. La conversation est engagée. Ensuite, le marchandage peut commencer. Comme ça, tout ça pour $1. Bon prix, d'accord. Et comme ça, 4 boules. Le touriste harcelé finit parfois par céder. À ce jeu, les petits vendeurs arrivent à soutenir une conversation dans 5 ou 6 langues étrangères. Non loin de là, les mères de famille installées dans des boutiques de fortune vendent des boissons et des objets artisanaux. Et ça, c'est vraiment la spécialité du village de Srasrang. C'est pas une forme très traditionnelle. Je sais pas d'où ça vient. On vend le petit oiseau, là, une fois qu'il est fini, un petit oiseau, $1. Donc, c'est un intermédiaire qui vient les acheter et qui les vend au marché de Siem Reap. Et là, il les vend $2, $3 ou $4.
Depuis le début du XXe siècle, il y avait des touristes qui venaient, évidemment en nombre beaucoup moins important que maintenant. Et ça a toujours été vu comme une présence qui pouvait apporter de l'argent au village. C'est plutôt une source économique qu'autre chose, quoi. បានការងារហ្នឹងបានហូបចុកអត់ហើយ Il dit que c'est un travail qui lui permet de manger à sa faim tous les jours. La population de la région ne se concentre pas uniquement dans les villages. La ville de Siem Reap, distante de 6 km des temples, subit de plein fouet l'essor touristique d'Angkor. Elle accueille un exode rural important, celui des Cambodgiens tirés par les sirènes du tourisme. Pourtant, malgré une aide internationale conséquente, la province est l'une des plus pauvres du Cambodge. Cette petite bourgade construite le long de la rivière Siem Reap n'accueillait qu'un seul hôtel il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, c'est l'effervescence. Une véritable armée est en marche. Elle se démène en prévision de l'afflux du tourisme de masse. Pour $1 par jour, la main-d'œuvre locale se rend chaque matin sur les chantiers de construction. Partout et n'importe où dans la ville, des routes, des canalisations et des hôtels sortent de terre. Le développement de la ville est le plus rapide du pays. Et dans cet Eldorado à proximité des temples, tout le monde est pris de court. Les infrastructures de base n'existent pas. La région manque de moyens de communication, d'hôpitaux, d'écoles. Les pouvoirs publics sont dépassés face à la pression des investisseurs étrangers. Les plans d'urbanisme sont inexistants. Et ce n'est un secret pour personne, la corruption va bon train. Le centre-ville de Siem Reap est devenu le lieu où, après une longue journée dans les temples, les touristes viennent boire un verre, manger et dormir. Les groupes hôteliers, essentiellement asiatiques, ont rivalisé de rapidité pour proposer des hébergements aux standards internationaux. Les premiers implantés seront les premiers à profiter de la manne du tourisme. Si vous voulez bien, suivez-moi pour une courte visite de l'hôtel Angkor Diamond. Cet hôtel a déjà 10 ans. C'est un des hôtels les plus anciens de Siem Reap, construit à une époque où il n'y avait que 4 ou 5 hôtels en ville. Il vient d'être pris en charge par une nouvelle direction. Depuis 3 ans, les patrons sont chinois, plus précisément taïwanais. De plus en plus d'investisseurs étrangers viennent ici. La raison, c'est qu'ils croient que Siem Reap et le Cambodge vont devenir l'un des endroits les plus attractifs du monde dans les 5 ou 10 ans à venir. C'est pour ça, je crois, qu'ils veulent tous être là les premiers, pour construire les hôtels et les installations, pour être prêts lorsque les touristes arriveront. Ce pays, et en particulier la province de Siem Reap, s'est développé si vite, de manière si spectaculaire. Le changement au cours de ces 2 dernières années est incroyable. Je pense qu'à Siem Reap, ce sera bientôt comme en Thaïlande. Il y aura trop d'hôtels. La demande ne sera pas assez forte pour justifier une telle offre hôtelière. Par exemple, ces 2 dernières années, il y a eu plus de 20 nouveaux grands hôtels qui ont été construits. Plus de 20 nouveaux hôtels. Il y a environ 80 hôtels en ville maintenant. Chaque hôtel, même les plus petits, propose au moins 50 chambres. Il y a trop de chambres disponibles en ce moment. Le gouvernement a envoyé un plan et des consignes de développement. Il suggère aux investisseurs des moyens de rendre la ville plus propre.
de construire de nouvelles installations pour les touristes. Ils voudraient un projet de golf, par exemple. Comme ça, les gens, après la journée de visite dans les temples, pourraient rester en ville et aller jouer au golf. On a eu aussi une demande du département du tourisme pour développer de nouvelles attractions et même pour inciter à la construction d'un casino où les visiteurs pourraient jouer de l'argent. Aujourd'hui, c'est la course. Chaque nouvel hôtel veut construire une piscine plus grande que celle du voisin. Pourtant, dans cette ville en pleine transformation, l'irrigation et le traitement des eaux restent un problème crucial. Pour assurer son avenir, Siem Reap aurait besoin de se développer autour d'un plan d'urbanisme cohérent. Avec le tourisme, si vous voulez, tout le monde profite, avoir des bénéfices. Comme actuellement, pendant 5 ans que je vis là, depuis 1999, si vous pouvez plus venir avant, c'était un petit peu calme. Mais maintenant, vous avez vu, les hôtels sont construits comme des champignons qui poussent. Et je crois qu'à mon avis, le tourisme peut nourrir pas seulement dans la région d'Angkor ou la province de Siem, mais peut et pourra nourrir tout le pays entier. Le Cambodge attire les investisseurs du monde entier, en priorité les Asiatiques. Investir autour d'Angkor, c'est à coup sûr transformer de la terre en or. Siem Reap s'étend au fil des projets les plus démesurés, là où se trouvaient autrefois des rizières. Chaque lopin de terre est transformé en infrastructure touristique. Cette course effrénée aux investissements engendre une spéculation délirante dans ce pays à l'économie fragile. Décor en carton-pâte, village thématique autour de la civilisation khmer, tout est bon pour faire de l'argent sur le nom d'Angkor. La culture cambodgienne est déclinée sous toutes ses formes. Il ne faut plus laisser faire n'importe quoi, car c'est un hôtel ou un équipement est une grande consommatrice, n'est-ce pas? Sans parler des espaces qu'elle détruit, sans parler de la mauvaise architecture qui y règne. On ne peut pas parler d'architecture, on peut parler de construction, on peut parler de tout ce que vous voulez, mais pas d'architecture, malheureusement. L'autorité qui est en place n'est pas arrivée, à mon avis, à contenir cette ardeur de construire et de construire sans études, sans marketing, sans quoi que ce soit. Beaucoup d'hôtels vont se retrouver par terre d'ici très peu de temps, puisque rien n'est dans les normes. Le confort, le visiteur exigeant, lui, comme les tours opérateurs, exige un certain confort, exige une certaine norme, exige un service. Donc la plupart n'ont pas. Donc automatiquement, il va y avoir des drames aussi de ce côté-là. L'étranger qui découvre Siem Reap au petit matin assiste à un curieux manège. D'un côté, la main-d'œuvre peu qualifiée se dirige vers les chantiers de construction. Et de l'autre, de jeunes étudiants cambodgiens vont apprendre un métier. Depuis peu, l'école hôtelière Paul Dubrul s'est installée en ville. Il s'agit d'une initiative privée. L'histoire récente du Cambodge a eu de graves conséquences sur l'économie. Les écoles et universités avaient disparu sous le régime des Khmers rouges. Toute une classe d'âge n'a jamais été scolarisée. Il y a un manque important de professions intermédiaires et de techniciens. La majeure partie des employés du secteur du tourisme vient des pays environnants, Thaïlande en tête. Les Cambodgiens sont pour la plupart sous-qualifiés. Ces jeunes gens ont tout à apprendre, à commencer par l'usage des langues étrangères. Une petite cuillère. Cette initiative, unique en son genre, propose différentes formations au métier de l'hôtellerie. En 2 ans, un jeune peut devenir cuisinier, serveur, réceptionniste. Les jeunes habitants de la région pourront ainsi profiter du développement touristique. Il est prévu que l'école, aujourd'hui encadrée par une équipe française, soit transmise à court terme aux Cambodgiens.
Actuellement, nous sommes dans un processus de transfert de technologies et de compétences. Nous nous préparons à ce qu'on appelle la khmérisation de l'école, c'est-à-dire que tout le domaine pédagogique, que ce soit en restauration, que ce soit en tourisme, que ce soit en cuisine, que ce soit en réception, tous ces postes-là vont être occupés dans un avenir proche par des professeurs cambodgiens. Et le processus va continuer d'ici 3, 4, 5 ans. Et c'est tout à fait dans l'idée de ce qu'on appelle le développement durable du tourisme au Cambodge, c'est-à-dire que les jeunes Cambodgiens puissent prendre en main l'avenir touristique du Cambodge. Il y a 5 ans, on est parti de rien avec un groupe de jeunes Cambodgiens et de travailler avec eux et de les voir monter en capacité, monter en assurance, être capable maintenant de soutenir des conversations techniques avec des experts internationaux. Ça c'est passionnant, ça c'est vraiment passionnant. Et moi j'ai l'impression d'être là au milieu au début de quelque chose qui commence avec des jeunes qui seront les gestionnaires dans 20 ans, qui seront les grands patrons dans 20 ans. Et ça je crois que c'est l'expérience passionnante, non seulement pour moi, mais pour les jeunes consultants qui sont ici. On est tous sur cette idée qu'on est en train de faire avec une équipe de jeunes Cambodgiens quelque chose pour l'avenir. Après des années d'isolement, l'ancienne petite ville de Siem Reap vit aujourd'hui un développement considérable lié au marché du tourisme. Plus de 300 000 visiteurs étrangers y séjournent chaque année. Des hôtels de toutes catégories ont vu le jour et les agences de voyage du monde entier proposent cette nouvelle destination. Dans un Cambodge exsangue, sous perfusion des aides internationales, la région d'Angkor a un fort pouvoir d'attraction. Aujourd'hui, la province est devenue le poumon économique du pays. Alors, les seuls temples parviendront-ils à remplir demain les centaines d'hôtels existants ou en construction? Malgré la protection du site millénaire, les environs d'Angkor et la ville de Siem Reap résisteront-ils aux dégradations liées à l'expansion du tourisme? La grande question ici, c'est comment concilier à la fois la préservation des temples, le développement touristique et en même temps le développement économique des villages qui sont sur le site d'Angkor et qui sont les habitants d'Angkor. Alors l'UNESCO défend l'idée d'Angkor lieu vivant, c'est-à-dire un lieu où il y a des habitants qui y vivent, qui cultivent des rizières, qui vont dans les pagodes, qui vont également sur les temples, qui rendent des cultes aux statues. Alors concilier tout ça, c'est vrai que c'est une équation qui est très très difficile. J'espère que ça se fera de manière concertée et que ce n'est pas un développement qui va les écraser, qui va les rattraper et qu'eux aussi auront une part du gâteau et ne seront pas écrasés. Ouais.